Donc l'intitulé de la conférence, à la rencontre du système international d'unité. Donc l'idée, c'est de vous faire une petite introduction sur un changement majeur qui a eu lieu au sujet des unités. Et ça, c'est très récent, donc c'est de l'actualité scientifique récente, c'était l'an dernier. Il y a eu un changement de la définition des unités de ce qu'on appelle le SI. Donc c'est ce qui est indiqué, alors je vais, voilà, ici, en haut à droite, vous voyez SI. Ça veut dire système international d'unité. Donc je me présente, je ne me suis pas présenté, donc là vous avez mon prénom, mon nom, Christophe Dossi. Je suis enseignant-chercheur, je travaille pour l'enseignement à l'université Sorbonne Paris-Nord. Voilà, j'espère que vous voyez ma petite flèche, voilà, Université Sorbonne Paris-Nord, où vous auriez dû venir pour nous rencontrer si on n'avait pas été voilà, contraint par la situation actuelle, mais ce sera pour les années à venir. Donc il y a plusieurs campus. Moi, je travaille sur le campus de Villetaneuse. Il y en a un à Bobigny, un à Saint-Denis, un à la Plaine Saint-Denis. Et je suis donc enseignant-chercheur, c'est-à-dire que j'enseigne, mais je fais aussi de la recherche dans un laboratoire. C'est ici ce qui est indiqué sur la gauche, le laboratoire de physique des lasers. Alors, quelques mots sur l'université et le laboratoire, très rapidement. Comme vous n'avez pas pu venir sur place, je vous fais quand même un peu une présentation de là où je travaille. Donc, une université, c'est un établissement beaucoup plus gros qu'un collège ou un lycée. Nous, on a à peu près 25 000 étudiants sur 5 campus. Et donc ça, c'est pour la partie enseignement. Je ne détaille pas trop, voilà, je ne vais pas détailler tout ce qui est indiqué sur les diapositives parce que c'est des diapositives qui sont prévues pour une conférence qui dure un peu plus longtemps. Donc, soyez pas surpris si je saute quelques informations qui sont sur les diapositives. En bas, donc le CNRS, c'est l'organisme auquel est rattaché notre laboratoire de recherche. Et pareil, le CNRS, c'est une grosse structure, c'est la plus grosse structure de recherche en France, qui regroupe 32 000 personnes. Voilà, donc ça, c'est des grosses structures de l'État pour l'enseignement et la recherche. Alors, je vous montre en quelques images ce que c'est que le laboratoire de physique des lasers, le laboratoire dans lequel je travaille. D'abord, en quelques mots, on fait de la recherche expérimentale, donc on fait des expériences en physique. Alors, une physique un peu particulière qui s'appelle la physique quantique, qui est la physique qui permet de décrire la matière à des échelles très petites, au niveau de l'atome. Si vous avez déjà entendu parler, voilà, des constituants un peu élémentaires de la matière. On fait des mesures de très haute précision. Et puis, on fait ce qu'on appelle de la photonique et des nanotechnologies, c'est-à-dire on s'intéresse à la lumière et à l'infiniment petit. Voilà. Le laboratoire dans lequel je travaille, c'est un laboratoire où il y a 80 personnes à peu près. Et puis, notre production, quand on fait de la recherche dans un laboratoire, c'est de participer à l'avancement de la connaissance. Et quand on a produit de la connaissance, qu'on a compris des choses nouvelles, qu'est-ce qu'on fait? On le diffuse sous la forme d'articles que l'on rédige dans des revues internationales. Voilà. On attaque le sujet du jour. Alors, le sujet du jour, c'est le système international d'unité. Alors, pourquoi j'ai choisi de vous parler aujourd'hui de ce système international d'unité? Parce que, vous voyez là sur cette diapo, c'est quelques coupures de presse qui ont été publiées l'an dernier dans la presse, alors la presse scientifique grand public, mais aussi la presse non scientifique. Donc, vous voyez, il y a, alors pour la science, la recherche, tout ça, c'est des revues scientifiques, mais il y a aussi Le Monde, ici en haut à droite, Le Parisien, voilà, Libération, Le Point, plein de journaux qui ont fait leur actualité sur le sujet que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est-à-dire le changement des unités qui s'est opéré l'année dernière. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2018, donc il y a 2 ans, il y a une grande conférence qui s'appelle la Conférence générale des poids et mesures, à l'occasion de laquelle on a décidé de changer la définition des unités, de notre système d'unités. Alors, c'est ce qui est détaillé en bas à droite que vous n'arrivez pas à lire, là, sur la révision du système international SI. Je vous l'agrandis ici. Et alors, l'idée, ça ne va pas être de rentrer en détail de détailler la nouvelle définition de chacune de ces unités du système international, parce qu'il y en a 7 des unités. Ce serait trop long. Et
trop compliqué pour certaines unités de vous expliquer vraiment la façon dont elles ont été redéfinies. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'exemple de une ou deux unités qui sont plus simples à comprendre pour vous expliquer en fait la philosophie un peu générale de ce nouveau système d'unités. Alors pour ça, on va, par exemple, je vais vous lire donc, le début donc, de ce qui a été décidé, c'est qu'à partir du 20 mai 2019, on a décidé que le système international d'unité, qu'on appelle le SI, serait un système d'unité qui serait défini par ces 7 points ici. Et je vais prendre la deuxième ligne, qui va être plus facile à vous expliquer. Par exemple, on a dit que la vitesse de la lumière dans le vide, qu'on note petit c, serait égale à 299 792 458 mètres par seconde. Et ce qui n'est pas précisé là dans le texte, mais que je vous dis, c'est exactement. C'est-à-dire qu'on fixe la valeur de cette vitesse à une valeur numérique exacte. D'accord? Et puis, c'est la même idée pour toutes les autres lignes qui vont. Donc, l'idée, c'est de fixer la valeur de constante, puisque ça, cette vitesse de la lumière, on va voir après que si on a choisi de fixer la vitesse de la lumière, puis en dessous ce qu'on appelle la constante de Planck, puis en dessous ce qu'on appelle la charge de l'électron, c'est parce que ce sont des constantes de la physique. Et on a choisi de fixer la valeur numérique de cette constante de la physique, de façon à fixer cette unité de notre système international d'unité. Alors, on va voir juste maintenant. Alors là, c'était donc simplement pour vous dire que l'entrée en vigueur de ce nouveau système international d'unité, c'est ce qui est indiqué ici à gauche. Voilà, c'est le 20 mars 2019 et le 20 mai 2019. Et chaque année, à partir de maintenant, le 20 mai 2019, ce sera la journée mondiale de la métrologie. Alors, pourquoi la journée mondiale de la métrologie? Parce que la métrologie, c'est en fait la science de la mesure. Et là, en fait, quand on parle d'unité, on parle de mesure. D'accord? Si je n'ai pas d'unité, je ne peux pas faire de mesure. Ça, je vais vous expliquer un petit peu ce que je veux dire par là sur la diapo suivante. Alors, donc là, si je résume un petit peu ce que j'ai essayé de vous faire passer comme message, c'est que notre système d'unité a changé. L'an dernier, en 2019. On avait 7 unités, on les a redéfinies en utilisant des constantes fondamentales de la physique. Un exemple de constante fondamentale de la physique, c'est par exemple la vitesse à laquelle se propage la lumière, petit c, et on a fixé la valeur par exemple de cette constante. Et je vais essayer de vous expliquer en quoi ça permet de définir des unités. Alors d'abord, je voudrais revenir, je vais revenir juste voilà, sur cette diapo-là, pour vous commenter un petit peu cette figure-là colorée à gauche autour du sigle SI. Regardez, là, si je fais le tour comme ça, il y a des choses que vous allez reconnaître. Ça, c'est kg, en fait, ça représente l'unité de masse, le kilogramme. Ici, j'ai M, c'est l'unité de longueur, le mètre. S, l'unité de temps, la seconde. Et puis après, donc ça, c'est des unités que vous connaissez et que vous utilisez. Vous les utilisez en physique, vous les utilisez en chimie, en biologie, je ne sais pas, ça doit s'appeler SVT. Alors, il y en a d'autres que vous connaissez peut-être un peu moins. Ça, je ne sais pas si vous la connaissez. Ça dépend. 4e, 3e, c'est le moment où vous commencez à faire de l'électricité, peut-être. Le A, c'est l'unité pour les courants électriques, c'est l'ampère. L'ampère, c'est ce qu'on mesure avec un ampère-mètre. Quand on prend une pile, une ampoule, et qu'on essaye de faire un circuit électrique. Si vous avez déjà vu ça, eh bien, ça, c'est l'unité que l'on utilise quand on fait de l'électricité. Et puis après, les autres unités sont, vous les avez pas encore rencontrées, donc on ne va pas en parler pour l'instant, mais en tout cas, c'est des unités qui sont utiles pour la science et puis pour l'industrie, voilà, et pour la vie de tous les jours. Enfin, pas celles-là, pas les 3 dernières qui sont un peu plus spécialisées. Alors, je reviens sur cette idée de définir des unités à partir de constantes fondamentales de la physique. Alors d'abord, je voudrais revenir un petit peu ici à gauche sur les unités. Alors les unités, qu'est-ce que c'est qu'une unité? Une unité, quand j'écris, je vais prendre un exemple simple, on va prendre l'exemple, je vais partir de la droite, en partant de l'exemple ici. Si je veux mesurer une masse, d'accord, donc je vous dis, mesurez-moi la masse de cet objet. Pour mesurer la masse de cet objet, vous allez me dire, par exemple, il fait 2 kg. Si vous me dites qu'il fait 2 kg,
ce que vous me dites, c'est ce qui est écrit ici. Vous me dites la masse de l'objet, c'est le terme de gauche, c'est Q ici, est égale à… Alors, ce que j'ai mis ici entre accolades, c'est une valeur numérique. Donc, quand vous dites 2 kg, ce qui est entre le 2, c'est ce qui est entre accolades ici. D'accord? Les accolades avec le grand Q dedans, c'est 2. Et quand vous dites qu'un objet a une masse de 2 kg, ça veut dire que sa masse, elle est égale à 2 fois la masse de quelque chose qu'on a choisi comme étant l'unité de masse et qu'on appelle le kilogramme. Mais vous comprenez bien que pour ça, donc pour être capable de dire qu'un objet a une masse de 2 kg, il faut au préalable que vous définissiez ce que vous appelez 1 kg. D'accord? Si je ne vous dis pas ce que c'est qu'un kilogramme, si je ne vous donne pas une balance qui est capable de vous indiquer 1 kg lorsque vous mettez un objet dessus tel que sa masse soit égale à 1 kg, bah vous êtes coincé. D'accord? Si je vous donne juste un objet sans balance, vous êtes incapable de me dire combien il pèse. C'est la même chose pour une longueur. Je ne sais pas si vous êtes déjà posé la question, mais si là, dans la salle, je vous donne un morceau une feuille de papier et je vous dis mesurez-moi cette feuille de papier sans vous donner un instrument de mesure qui est une règle, ben vous êtes incapable de… C'est pas possible. D'accord? Vous devez à un moment être capable de comparer la longueur que vous voulez déterminer, la masse que vous voulez déterminer ou le temps que vous voulez mesurer à une unité de référence qui est la définition donc, du kilogramme, de ce que c'est donc un kilogramme, de ce que c'est qu'un mètre ou de ce que c'est qu'une seconde. Et tout ça, ce que c'est qu'un mètre, ce que c'est qu'un kilogramme, ce que c'est qu'une seconde, c'est ce qu'on appelle un étalon. Alors je vous l'ai ici à droite, c'est ce que j'ai indiqué ici. Et donc par exemple pour le kilogramme, l'étalon, ce qui permet de définir ce que c'est qu'un kilogramme, jusqu'à l'année dernière, mais c'est plus le cas maintenant, c'était ce qui est illustré sur cette photo, c'était en fait un morceau de métal, un petit morceau de métal qui faisait 4 cm de diamètre et 4 cm de haut, et qui, par définition, avait une masse égale à 1 kg. Et c'est lui qui servait à définir le kilogramme et donc l'unité de masse pour le monde entier. Donc voilà pour ce qui est des unités. Donc en physique, en chimie, en biologie, dès que vous exprimez une grandeur, enfin quasiment tout le temps, on vous dit qu'il faut mettre des unités, sinon je ne sais pas de quoi je parle. Je ne sais pas si c'est une vitesse, si c'est une longueur, si c'est un temps. On ne dit pas la masse de tel objet vaut 3. Ça ne veut rien dire. Donc c'est 3 kg. Une vitesse est en mètres par seconde, etc. Alors maintenant, je vais passer sur la partie en bas de la diapo ici pour parler des constantes de la physique. Alors, donc l'idée de ce nouveau système d'unités, c'est de redéfinir les unités en utilisant des constantes de la physique. Alors pour ça, il faudrait déjà savoir ce que c'est qu'une constante de la physique. Alors, je vais vous donner un premier exemple de ce que c'est qu'une constante de la physique. Alors, ici, j'ai fait un petit dessin où vous avez la Terre et la Lune. La Terre et la Lune, vous avez déjà vu ça, il y a une force qu'on appelle une force d'attraction. C'est ce qu'on appelle l'attraction gravitationnelle qui fait que la Terre attire la Lune et la Lune attire la Terre. C'est ce qui est représenté en bas à gauche par les petites flèches. Alors, ça, si j'essaye d'écrire donc ces petites flèches, c'est ce qu'on appelle des forces. Donc, c'est ce qui est indiqué en bas à droite de la diapo par la lettre F. Les physiciens, notamment au XVIe, XVIIe siècle, par exemple Newton, Galilée ou Newton, enfin en plus particulièrement Newton, là, pour cette expression, ont montré que la force qui est exercée par la Lune sur la Terre ou la Terre sur la Lune, elle s'écrit comment? Elle est ici proportionnelle à la masse m grand T, c'est la masse de la Terre, m petit l, c'est la masse de la Lune, divisé par d, d c'est la distance entre la Terre et la Lune, et puis au carré. Ok, très bien. Donc si je calcule, si je fais la masse de la Terre fois la masse de la Lune, divisé par la distance entre la Terre et la Lune au carré, ça me donne la force exercée par la Terre sur la Lune ou la Lune sur la Terre. Le problème, c'est que si je fais ça, je m'aperçois que la masse de la Terre, une masse fois une masse divisée par une distance au carré, ça ne peut pas avoir les mêmes unités que ce qu'on appelle une force. Donc c'est pour ça que j'ai mis ici une double flèche, voilà, et pas un signe égal, parce que je ne peux pas mettre un signe égal entre deux grandeurs qui n'ont pas les mêmes unités. Vous ne pouvez pas dire, c'est ce qu'on vous a peut-être déjà donné comme exemple, on ne peut pas additionner des choux et des carottes. Donc pareil, je ne peux pas dire que deux grandeurs sont égales si elles ne sont pas de même nature. Je ne peux pas dire que 1 kg égale 1 mètre. Ça ne veut rien dire.
Donc, si je veux dire que deux grandeurs sont égales, ici, si je voulais donc dire que la force exercée par la Lune sur la Terre ou la Terre sur la Lune était égale à ça, le produit des masses divisé par d au carré, c'est faux, je ne peux pas le faire. Mais pour réussir à donc, écrire des lois de la physique sous la forme d'égalité, parce que c'est ce qu'on fait en physique, hein, on écrit des choses égales à d'autres. Quand vous faites de la science, vous n'écrivez pas des doubles flèches comme j'ai indiqué ici, vous mettez plutôt un signe égal. Bah, pour réussir à mettre voilà, un signe égal, ce qu'on a été amené à faire, c'est à introduire une constante, dans cet exemple particulier, mais c'est complètement général à la physique, une constante fondamentale qu'on appelle ici grand G. Alors, où est mon curseur? Voilà, c'est en bas à droite, grand G. Et alors, qu'est-ce qu'elle permet, cette constante? Elle permet que, en fait, les unités de ce produit de masse divisé par la distance au carré fois cette constante, ça a bien les mêmes unités qu'une force. Et dans ce cas-là, j'ai le droit d'écrire un signe égal. Et ça, c'est ce qu'on appelle la loi d'attraction gravitationnelle de Newton. Donc, on a introduit comme ça, vous voyez apparaître une constante qui est en fait une constante de la nature. Ce n'est pas nous qui décidons de sa valeur. C'est une constante. Ici, je vous ai indiqué sa valeur. Ce n'est pas nous qui la choisissons arbitrairement. C'est une constante, elle a cette valeur. On ne sait pas pourquoi, mais c'est la nature qui a fait que cette constante, qui intervient dans la force exercée par les astres les uns sur les autres, elle a cette valeur. Alors, et donc c'est à partir de ce type de constante de la physique que l'on a défini les nouvelles unités. Je vous donne un autre exemple. Alors, un autre exemple, j'essaye d'avancer sur ma diapo. Voilà, un autre exemple de constante de la nature dont je vous ai parlé juste avant et que vous connaissez, enfin, vous connaissez puisque je vous en ai parlé, c'est la vitesse à laquelle la lumière se propage. Alors, je précise, c'est la vitesse à laquelle la lumière se propage dans le vide. Donc, par exemple, dans l'espace entre la Lune et la Terre. Donc ça correspond au petit dessin que vous voyez ici à gauche, qui illustre en fait ce qui se passe si, donc là sur la Terre, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est un œil que j'ai essayé de représenter. Je suis sur la Terre et je regarde la Lune. Et le petit zébra rouge là, ça représente la lumière qui part de la Lune et qui arrive jusqu'à l'œil de l'observateur qui se trouve sur la Terre. D'accord? Donc je suis ici. Eh bien, ce que je vous dis, c'est qu'on sait, la physique nous dit que la lumière ne se déplace pas de façon instantanée, elle va à une certaine vitesse, et cette vitesse, elle est très grande, mais elle n'est pas infinie, et je vous donne sa valeur ici, elle vaut 299 792 458 mètres par seconde. Ça doit vous rappeler ce que je vous ai dit il y a quelques transparents là, où je vous ai dit que dans le nouveau système international d'unité, on avait fixé la valeur de certaines constantes, notamment la valeur de cette vitesse de la lumière. Et encore une fois, cette vitesse, elle est donnée par la nature, ce n'est pas nous qui la choisissons, elle est la même pour tout le monde, elle est la même pour partout dans l'univers, et elle n'a jamais varié, donc elle est valable aujourd'hui, elle sera la même demain, dans 10 siècles et dans 10 000 ans. Voilà, c'est ça les constantes sur lesquelles on s'est appuyé pour redéfinir les unités. Alors maintenant, je vais rapidement passer un peu sur les motivations qui ont fait que, historiquement, on a cherché à développer un système d'unité. Donc là, vous avez compris l'idée générale. Maintenant, donc là, je vais passer un peu rapidement sur ces diapos, mais donc vous n'aurez pas le temps peut-être de tout lire, mais c'est absolument pas le but. Cette diapo-là, c'est simplement pour vous dire que, en gros, pour situer, c'est quand même une longue histoire, le système international d'unité, ça n'a pas commencé l'an dernier, en 2019. Moi, je vais commencer mon histoire au niveau de la Révolution française. Avant la Révolution française, il y avait énormément d'unités en France. Là, le texte qui est écrit en rouge, si vous arrivez à le lire, c'est simplement pour illustrer le fait que, par exemple, pour mesurer des longueurs, on vous dit que les longueurs étaient mesurées en toise et en pied du Pérou, lequel équivalait à 1 pouce, une longe, une longue et 8 points du pied du roi qui se trouvait être celui du roi, etc. Bon, les unités de longueur étaient arbitraires, c'était un privilège royal que de définir l'unité de longueur, donc c'était la longueur du pied du roi, ou la coudée, c'est-à-dire la longueur entre le coude et le poignet. Mais ça dépendait du roi, ça dépendait du seigneur local, donc c'était des choses absolument pas universelles, donc pas du tout pratiques, qui changeaient dès qu'on changeait de roi.
Pas pratique pour la science, pas pratique non plus pour l'industrie et le commerce. Vous imaginez si vous commencez à acheter des produits et que la façon dont on mesure le kilogramme n'est pas le même sur un marché et sur un autre, ça commence à être compliqué pour faire du commerce. Donc l'idée à cette époque, ça a été de dire, il va falloir essayer de changer ces définitions, par exemple pour la définition de la longueur, mais aussi pour le kilogramme, pour assurer, donc ça c'est ce qui est indiqué en bas à droite, l'invariabilité des mesures et en s'appuyant sur des phénomènes naturels. Donc l'idée c'était de dire on voudrait des unités qui ne changent pas, qui soient les mêmes pour tout le monde, partout, tout le temps. Et pour ça, eh ben, l'idée c'était de s'appuyer plutôt que sur la longueur du pied du roi, de prendre plutôt une longueur universelle, naturelle, qui soit la même pour tout le monde. Donc ça c'est ce qui est indiqué entre parenthèses, c'est ce que j'appelle un étalon universel. Alors, donc ça nous amène à la nuit du 4 au 5 août 1789. Au moment de la Révolution française, l'Assemblée nationale a décidé l'abolition de ce privilège royal d'étalonnage des mesures. C'est-à-dire que c'est fini, c'est plus le roi qui va décider quelle est l'unité du mètre, quelle est l'unité de kilogramme. Ça va être quelque chose qui doit être plus universel et qui ne doit pas changer à chaque fois que le roi change. Et donc ça, c'est Talleyrand qui est à l'origine de cette proposition. Le but étant, encore une fois, je vous dis, de chercher dans la nature des étalons pour définir des unités plus universelles. Donc ça, on est en 1790, bien avant le changement qui a eu lieu l'an dernier. Alors, je ne vais évidemment pas détailler d'année en année comme ça, on va faire des sauts dans le temps, mais je voudrais quand même que vous ayez une petite idée sur les premières décisions qui sont allées dans le sens d'avoir une définition, par exemple, du mètre. C'est la première unité sur laquelle on a vraiment travaillé à cette époque, pour essayer de définir ce que c'est que le mètre sans prendre la longueur du pied du roi. L'idée, c'était de se dire, on va choisir une longueur universelle. Alors pour ça, ce qui a été retenu, donc là, je ne vais pas détailler les propositions qui étaient possibles, mais ce qui a été retenu, c'est de dire, voilà, quelque chose d'universel, c'est la Terre. Donc on va prendre la longueur ici de l'arc. Alors en fait, ici, c'est un quart du méridien terrestre qui est représenté en rouge ici. On va du pôle Nord jusqu'à l'équateur, en passant par Paris. Et on va dire, on mesure la longueur de ce quart du méridien terrestre et on va définir ce qu'on appelle le mètre comme une fraction, un petit bout de cet arc rouge. Et donc, en l'occurrence, c'est ce qui a été décidé en mars 1791, où on a dit que le mètre était égal à la 10 millionième partie du quart du méridien terrestre. C'est-à-dire, je prends la courbe en rouge ici, je la divise par 10 millions, et ça, c'est égal à 1 mètre. Okay, donc là, on voit qu'on définit l'unité de longueur à partir de quelque chose qui va être beaucoup plus stable, qui ne va pas varier dans le temps, enfin, sauf si la géométrie de la Terre change. Mais enfin, on s'attend à ce que ce soit quand même quelque chose d'extrêmement stable. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, on a dû mesurer très précisément cette longueur. Donc ça a été fait, ça a pris 6 ans, entre 1792 et 1798. Donc, c'est les deux scientifiques, Delambre et Méchain, qui ont réalisé cette mesure. Et ensuite, on a été capable de définir le mètre, de réaliser, alors là, vous avez ici ce qu'on appelle un étalon du mètre, sur la gauche, c'est-à-dire un morceau de métal qui reproduit cette définition du mètre. À partir du moment où j'ai ce morceau de métal, c'est bon, je suis capable de mesurer des longueurs. Je vais faire des copies. Donc, ce que vous voyez en bas à droite, par exemple, c'est une réalisation du mètre, vous le voyez ici, qui était gravé dans les bâtiments, à Paris notamment, pour que les commerçants puissent venir faire des copies, on va dire, pour réaliser, par exemple, prendre un morceau de métal, enfin, ou de bois, et le mettre à côté de cette gravure, faire une marque pour pouvoir repartir chez soi en ayant un mètre, mesurer, je ne sais pas, la longueur d'un tissu, si je suis commerçant, ce genre de choses. Donc, il faut penser aussi qu'une fois qu'on a fait ces définitions, il faut qu'elles soient utilisables, donc il faut être capable de les diffuser pour que les commerçants, les industriels, les scientifiques puissent faire des mesures qui se comparent à cette définition du mètre. Alors pareil, là, on avait à droite, c'est la réalisation de l'étalon pour le kilogramme. Donc c'était un morceau de métal en platine qui, par définition, représentait 1 kilogramme. Donc ça veut dire qu'après, il fallait être… si je voulais fabriquer une balance,
il fallait que j'étalonne, je règle cette balance pour que lorsque je pose cet étalon sur la balance, elle indique 1 kg. Une fois que ça c'est validé, je peux vendre ma balance et en faire des copies, etc. Donc voilà. Donc maintenant, alors après, il faut diffuser ça dans le monde entier. Donc ça, c'est ce qui a été initié bien plus tard. Hein, là, on est en 1875 par la création d'un organisme international qui existe encore et qui est très actif pour tout ce qui concerne les unités, qui est le Bureau international des poids et mesures. Et en fait, ce bureau international, il est tout près de Paris. Vous voyez ici la carte en bas. Voilà. Il est à une dizaine de kilomètres de Paris, à Sèvres. Et donc cet organisme a eu pour mission, à partir de 1875, de diffuser dans le monde entier ces étalons, de dire voilà, le mètre, il a été défini comme ça, et si vous voulez, vous, pays, un pays, je ne sais pas, les États-Unis, l'Angleterre, ce que vous voulez, pouvoir faire des mesures à partir de, en vous comparant avec cet étalon, vous venez, vous faites une copie de l'étalon, des étalons que je vous ai présentés juste avant, et vous pouvez repartir dans votre pays avec une réalisation de ce que c'est qu'un kilogramme, de ce que c'est qu'un mètre, etc. Pour ensuite étalonner vos instruments de mesure pour le commerce ou pour les scientifiques. Voilà. Maintenant, je vais passer, alors, voilà, sur cette diapositive, ce que je voulais vous dire, c'est tracé pour l'exemple du mètre, parce que je ne vais pas le faire, vous comprenez maintenant, hein, il y a 7 unités. Donc, si je voulais vous faire la même histoire pour les 7 unités, en fait, ça prendrait 7 fois plus de temps. Donc, et puis, ce ne serait pas intéressant parce qu'en fait, à cette époque-là, il y avait uniquement le mètre et le kilogramme qui étaient définis comme ça. Les autres unités, la seconde, l'ampère pour les unités électriques, n'avaient pas encore été définies à partir d'étalons de la nature. Donc là, je vous trace rapidement les étapes importantes de l'histoire de l'évolution de la définition du mètre. Donc c'est l'évolution de ce qu'on appelait à l'époque le système métrique. Donc en 1875, donc là je suis en haut à gauche, la convention du mètre, où on a défini ce morceau de métal comme étant égal à 1 mètre. Ensuite, alors vous voyez, on fait des sauts d'un siècle. Hein. En 1960, on a adopté ce qu'on appelle le SI, c'est-à-dire le système international d'unité. C'était en gros presque le système qui était utilisé jusqu'à l'année dernière, donc qui avait été adopté en 1960. Et à cette époque, on a aussi redéfini le mètre à partir de… Alors là, on a vraiment changé de définition. Alors, on change de définition quand on s'aperçoit qu'on est capable d'avoir une nouvelle définition qui sera plus stable, plus précise, plus pratique. Et en 1960, on s'est rendu compte qu'on avait un autre moyen de définir le mètre à partir de la lumière. Alors, je vous explique, ce n'est pas extrêmement intuitif et simple à comprendre, mais vous allez comprendre. La lumière, en 1960, on savait que c'est en fait une onde. C'est-à-dire, vous imaginez une onde, c'est une vague, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Donc la lumière, c'est une onde qui se propage. Donc c'est comme une vague qui se propage. Et lorsque j'ai une vague, vous voyez que je peux, si je suis capable de mesurer la distance entre deux maxima, deux crêtes des vagues, d'accord, il y a plusieurs vagues, la distance entre deux maxima, ça peut me servir d'unité pour définir une longueur, d'accord? Et c'est ce qu'on a fait. Donc on a remplacé le morceau de métal par une source de lumière particulière qui est ici indiquée à droite. Vous avez une photo. Donc la lampe à krypton. Et on a dit, ben voilà, à partir de ce qu'on appelle la longueur d'onde, donc la distance là, entre deux maxima de l'onde associée à cette lumière, c'est ce qu'on appelle la longueur d'onde. On a utilisé cette longueur-là pour redéfinir plus précisément l'unité de longueur, le mètre. Donc ça a été en 1960. Je vous passe la réalisation des facto, machin, ça on s'en fiche. Et on va tout en bas, en 1983, où on a à nouveau changé cette définition du mètre pour aller vers une définition qui permettait d'avoir une définition plus stable, plus pratique, plus précise. Et c'est celle dont je vous ai parlé au début de cette présentation, qui a consisté à dire on va redéfinir le mètre en fixant la vitesse de la lumière. Donc petit c, vous voyez, là on commence à connaître, c'est, voilà ici, petit c, c'est la vitesse de la lumière, la vitesse de propagation de la lumière dans le vide. Maintenant vous la connaissez même par cœur, 299 792 458 mètres par seconde. Bon, alors maintenant, ce qu'on pourrait se dire, c'est comment
fixant la vitesse à laquelle se propage la lumière dans le vide, je suis capable de définir le mètre. Parce que là, je fixe une vitesse qui est une constante de la nature, constante fondamentale de la nature, mais comment en fixant cette vitesse, ça me permet de définir l'unité de longueur. Alors en fait, là, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que quand on a fait ça, on avait une définition de l'unité de temps, la seconde. D'accord? Donc, si j'ai une définition de ce qu'est une seconde, si par ailleurs, donc avant, on avait la définition de la seconde, puis la définition du mètre, puis la définition du kilogramme. En 1983, on a dit on va conserver la définition de la seconde, donc je suis capable de fabriquer un instrument qui batte, comme je suis en train de le faire, la seconde. D'accord? Et on a dit on va fixer une vitesse universelle, qui est cette vitesse de propagation de la lumière, à la valeur que je vous ai dite précédemment. Je vais vous donner une analogie pour que vous compreniez comment, en fixant une vitesse, je peux en fait définir une longueur. Imaginez que je vous donne un chronomètre qui vous permet de mesurer le temps. Un chronomètre, ça vous permet de mesurer des durées. Et puis, je voudrais que vous soyez capable de réaliser une piste, enfin une distance qui fasse 100 mètres. D'accord? Pour ça, je vous donne un chronomètre, mais je ne vous donne pas de mètre. D'accord? Je ne vous donne pas un mètre. En revanche, je vais vous prêter mon ami qui est un coureur et je sais qu'il court le 100 mètres en 10 secondes exactement, tout le temps. D'accord? Si je vous dis, vous avez ce chronomètre et puis mon ami qui court le 100 mètres en 10 secondes exactement, vous avez tout ce qu'il faut pour être capable de réaliser un marquage au sol pour représenter ce que c'est que 100 mètres. Vous allez faire comment? Vous allez dire à mon ami, place-toi là au point de départ. Vous déclenchez le chronomètre, il commence à courir et au bout de 10 secondes, vous arrêtez le chronomètre. Eh bien, la distance qu'il aura parcourue, d'accord, ce sera exactement égal à 100 mètres, puisque je vous ai dit que lui, il court toujours le 100 mètres en 10 secondes. Donc, vous aurez juste à dire, la distance qu'il a parcourue pendant ce temps égal à 10 secondes est exactement égale à 100 mètres. Vous divisez ça par 100 et vous avez réalisé 1 mètre. Donc, vous voyez, là, je vous ai donné un chronomètre, une vitesse, vous avez été capable de réaliser une mesure de longueur. C'est exactement ce qu'on a fait. Alors, comme moi, je n'ai pas d'amis qui, effectivement, est capable de courir le 100 mètres toujours en 10 secondes exactement. Par contre, j'ai une autre amie qui est la vitesse, qui est la lumière, qui, elle, se propage toujours exactement à la même vitesse, 299 792 458 mètres par seconde, tout le temps, partout. Et bien voilà, on a utilisé ce coureur, qui est la lumière, et cette propriété qu'elle a de toujours courir à la même vitesse. Alors, je vais maintenant terminer pour… alors, je vois… vous êtes toujours connecté parce que moi, je vois sur mon retour… C'est bon? Levez la main pour m'assurer que ça marche toujours. OK, oui, ça a l'air d'être bon. OK, donc là, je vais finir et puis pour qu'on ait le temps après d'avoir quelques questions. Donc, il ne s'agit pas de rentrer dans tous les détails parce que là, vous voyez sur cette diapo, l'idée, c'est de vous montrer que, bon, si on veut comprendre en détail ce qui a été fait pour redéfinir toutes ces unités, donc les 7 unités de notre système, bah, il faudrait comprendre tout ce qu'il y a dans ce tableau. En fait, là, je vous ai détaillé la deuxième ligne, qui est pourquoi, en fixant la valeur de la vitesse de la lumière, je suis capable de fixer la définition du mètre. Après, vous voyez dans ce tableau, il y a 7 constantes qui permettent de fixer les 7 unités du système international d'unités. Mais, alors voilà, il y a plein de constantes. Il y a plein de constantes, comme ici la constante de Planck, qui sont la constante de Boltzmann, la constante d'Avogadro, qui sont des constantes que vous verrez, alors que vous verrez au lycée ou bien juste après le bac, si vous poursuivez par des études scientifiques. Donc, c'est un peu compliqué de comprendre en détail, mais moi, ce que je voulais vous expliquer, c'est un peu la philosophie générale, qui est de se dire, je remplace un morceau de métal, je remplace un morceau de métal qui fait 1 mètre, je remplace un petit morceau de métal qui fait 1 kilogramme par d'autres grandeurs qui sont des constantes de la nature. Et en fixant la valeur de ces constantes, comme je fixe par exemple la vitesse à laquelle se propage la lumière dans le vide, eh bien c'est une autre façon beaucoup plus universelle, parce qu'en fait, en quoi c'est beaucoup plus puissant ce qu'on a fait là, c'est
si je vous donne un morceau de métal d'1 mètre, rien ne me garantit que ce morceau de métal ne va pas petit à petit au cours du temps vieillir et changer de longueur. Si ça se passe, et en fait ça se passe, eh bien ça veut dire que toutes les longueurs que vous mesurez vont changer petit à petit. Or là, avec cette nouvelle définition, ce que je sais, c'est que la lumière, elle se propage toujours à la même vitesse. Et ça ne changera jamais. Donc je suis sûr que les définitions qui sont données aujourd'hui seront les mêmes dans 1 siècle, dans 1000 ans et dans 10 000 ans. Voilà, donc on a fait un peu le tour. Là, je passe sur ces détails et puis je vais prendre vos questions dans les 10 petites minutes qui nous restent. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est s'il y a des questions, peut-être que les élèves viennent les poser, ou alors, s'ils restent à leur place, je ne sais pas si je vais les entendre, on peut essayer.